Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler Zampan et non pas Xampan. C'est la petite surprise avec le nom. Ça s'écrit avec un X, mais ça se prononce Zampan. Donc, j'ai 20 minutes, donc ça va être Zampan in a nutshell. Vous allez voir, Zampan, c'est quoi? C'est une méthode agile centrée vraiment sur l'équipe. Donc, durant cette session, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire comme Laurent. Je ne vais pas pouvoir amener de l'interactivité. En 20 minutes, ça va être un petit peu tendu. Donc, gardez vos questions pour la fin. Je pense qu'on aura 5 minutes pour faire une séance de Q&A. Donc, avant de commencer, qui je suis? Donc, je m'appelle Yohan Thirion, comme l'a dit Benjamin. Je suis coach agile et craft sur Luxembourg. Je suis à mon compte depuis peu. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de parler de moi, donc c'est vraiment de se centrer sur Zampan. Donc, Zampan, c'est quoi? Ça a été créé par un coach agile que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alan Kelly. C'est un Britannique. Il a écrit pas mal de bouquins sur le product ownership notamment. Et donc, il a créé cette méthode qui s'appelle Zampan dans les années, au début des années 2010, on va dire. Donc, c'est quoi Zampan? C'est un process pour équipe agile dans lequel on va retrouver des grands principes, des pratiques, et vraiment le cœur, le fondement de Zampan, c'est vraiment de dire l'équipe est au centre de tout. C'est l'équipe, pas le projet, ni la notion de flux, ni la notion de produit qui est au centre, c'est vraiment une équipe. C'est ce qui le différencie peut-être d'autres méthodes. Donc Zampan, en tout cas sur la syntaxe avec le X, on voit un X qui réfère à Extreme Programming. Le reste du mot réfère plus à Kanban. On entend bien la notion de Kanban dans Zampan. Donc c'est un gros mix on va dire c'est un gros hybride entre Extreme Programming, Kanban, des notions du Lean, du Product Management, Scrum. Et l'ingrédient secret de Zampan, c'est vraiment le pragmatisme. Et vous allez voir, je vais essayer de l'illustrer au fur et à mesure. C'est une méthode qui est vraiment très pragmatique. Donc tout ça, ça donne réellement Zampan. Donc je vous ai dit, il y a des principes de base. Donc les fondements de Zampan, c'est ceux-là. On va travailler en itération dans Zampan, de la même manière que dans Scrum. On va se focaliser sur l'équipe. Donc c'est vraiment cette notion de team centrique. Comme en Kanban, on va vouloir améliorer le flux. Pour ça, on va vouloir le visualiser. Donc, on va avoir un système de visualisation comme avec un Kanban board, par exemple. L'idée, c'est de toujours inspecter et s'adapter. Et il y a une notion qui vient plutôt de l'extreme programming dans ce cas-là, qui est vraiment de dire que la qualité, c'est quelque chose sur laquelle on doit investir. La quality is free, c'est vraiment cette notion. Zampan, c'est une méthode qui s'applique à du software delivery. L'idée, c'est de dire on ne fait pas de software sans qualité. Donc, il faut qu'on mette en place tout ce qui est nécessaire en termes de pratique, en termes d'outillage, en termes de ressources nécessaires pour avoir de la qualité built-in. Ce n'est pas quelque chose de négociable, en gros. Donc, le premier principe, travailler en itération. Donc, pour les agilistes, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, on va travailler en itération de 2 semaines dans Zampan. Une chose qui est notée par Alan dans le livre, en se basant sur pas mal d'études, lui il s'est rendu compte qu'en fait, les agilistes, enfin nous en général, je l'ai fait à maintes reprises par le passé, je commence mes sprints du lundi et je les finis le vendredi. Après, peu importe la durée du sprint en Scrum, que ce soit 1, 2 ou 3 semaines, j'avais tendance à faire ça, commencer du lundi, finir le vendredi. Ce que lui explique dans le bouquin, en se basant sur pas mal d'études, c'est de dire qu'en fait, les gens, enfin nous, en tant que collaborateurs, en tant que membres d'une équipe, on est beaucoup plus efficient les lundis matins et de manière générale le début de semaine, donc les lundis et mardis. Il dit, c'est dommage de gaspiller cette efficience avec des meetings de démarrage de sprint ou de fin de sprint. Donc il dit, le plus pragmatique possible, c'est de dire, OK, on n'a qu'à commencer nos sprints, enfin nos itérations en milieu de semaine et les finir en milieu de semaine. Donc, le rythme dans Zampan, le rythme de 2 semaines, ces itérations de 2 semaines, il est assez similaire à celui de Scrum. On va retrouver les notions de review rétrospective, la notion de démo, la notion de planning. Donc, on va retrouver les mêmes cérémonies. L'objectif à la fin de chaque itération, c'est également de dire, à chaque fin d'itération, on est en capacité de réaliser on va dire, un morceau de software ou N morceaux de software en production. Vous allez comprendre pourquoi je dis N morceaux de software par ailleurs.
c'est un peu bizarre de se dire, moi, quand j'ai vu Zampan, je me suis dit, OK, ça me fait direct penser à Kanban. Dans Kanban, il n'y a pas du tout cette notion d'itération. L'idée, c'est d'avoir un flux continu. Donc, pourquoi il vient nous parler d'itération, d'itération de 2 semaines? Ça me faisait un peu penser à Scrumban. En fait, il l'explique. Il dit, on veut travailler en flux, mais ce qui est bien avec les itérations, c'est qu'on a des mini-deadlines. Et on a des mini-deadlines ici de 2 semaines. Lui, c'est pas quelque chose de négociable. Il dit, dans Zampan, c'est 2 semaines. Des mini-deadlines qui aident à se focaliser. Ça permet de limiter notre encours en tant qu'équipe, de ne pas partir dans tous les sens. Un gros changement par rapport à Scrum sur ce schéma-là, c'est la rétrospective. Donc dans un pan, Alan il préconise de faire des rétrospectives, mais il dit ces rétros, elles peuvent être formelles ou informelles. Ça peut être juste au coin de café ou au détour d'une conversation, ou elles peuvent être plus formelles avec vraiment un facilitateur qui est dédié pour la session. C'est à l'équipe de choisir vraiment si elle a besoin, si elle sent le besoin ou non de faire une rétrospective. Donc c'est un peu une rétro à la carte. Bon, il nuance la chose en disant que les équipes qui ne sont pas matures sur Zampan, c'est mieux qu'elles commencent par faire des rétrospectives formelles avec un vrai facilitateur, le temps de se mettre à l'amélioration continue. Une fois que le process est bien mis en place, que les gens ont bien saisi la chose, se sont appropriés les concepts d'amélioration continue, à ce moment-là, les rétros peuvent se faire de manière optionnelle, on va dire. J'insiste pas plus sur les événements, j'ai que 20 minutes, mais voilà, c'est assez similaire à Scrum pour la partie événementielle, on va dire. Par contre, ce qui change, c'est le product ownership, par exemple, dans Zampan, c'est considéré comme une pratique. C'est une pratique de product ownership, ce n'est pas un rôle dédié. Il n'y a pas une personne full-time product owner pour une équipe ou pour un produit. Donc, durant le planning, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'il appelle des joueurs dans le planning. Il y a le product owner, qui est une pratique, donc on va dire une personne qui représente le product ownership, une ou plusieurs personnes. En général, c'est un product manager ou un business analyst, quelqu'un qui a vraiment une grosse connaissance métier, qui joue vraiment le proxy sur le client final. Ensuite, on a qui d'autre dans le planning? De la même manière que dans Scrum, on a ce qu'il lui appelle les créateurs, donc c'est les ingénieurs logiciels, les testeurs, les UX, UI, s'il y en a besoin dans l'équipe. Et durant le planning, il peut y avoir un facilitateur. C'est il peut, qui est dédié ou pas pour l'équipe. Donc en gros, le facilitateur durant un planning, c'est ni la personne qui va jouer le rôle de la pratique de product ownership, ni un des créateurs. Donc c'est potentiellement un project manager, en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez, un scrum master s'il y en a, ou un coach agile par exemple. Dans Zampan, Alan nous parle de la planification. Il y a des notions, il y a de la planification, vu qu'on voit on a des itérations de 2 semaines qui se répètent dans le temps. Donc on a une itération, une fois qu'on en finit une, on en recommence, etc., etc. On a la notion de quarter, donc c'est de la planification trimestrielle. On a la notion de roadmap. Mais lui, ce qu'il met en avant, c'est que, si on y réfléchit bien, les quarter et roadmap, c'est uniquement des horizons. C'est quelque chose qui nous permet de nous dire c'est un avenir potentiel à un instant T. Et donc, il revient sur la notion de planning et la définit en disant planning, ça ne veut pas dire scheduling. Je ne savais pas trop comment le traduire en français, donc je préférais le laisser en anglais. Donc, en gros, l'idée derrière, c'est de dire que la planification, c'est vraiment se tourner vers l'avenir en se disant, OK, on va essayer de voir ce qui pourrait arriver dans le futur. On va essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver, histoire de se tourner vers l'avenir et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre si on doit aller vers cet avenir-là? Et donc, ça permet d'anticiper cet avenir potentiel en se disant, peut-être qu'on a besoin de se préparer en faisant, je sais pas moi, des ateliers de story mapping, des event storming, potentiellement des ateliers de design thinking, ce genre de choses. Donc, il rappelle bien, dans un plan, en tout cas, il rappelle bien le fait que les plans, c'est bien, ça permet d'apprendre, ça permet d'anticiper un petit peu le futur, de pouvoir se préparer à un futur potentiel, mais il faut bien prendre en compte qu'un plan, c'est en perpétuel changement. C'est un flux continu de changement. Donc, on ne peut pas avoir d'engagement formel sur un quarter ou une roadmap. Donc, à ce moment-là, vous devez vous dire ça un peu. Vous voyez sûrement beaucoup d'éléments de Scrum, vous l'avez vu par avant, avec ces notions d'événements. Vous n'avez pas forcément vu de Kanban jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous passer en revue la partie Kanban qui vient avec Zampan. Donc, ce qui va vraiment différer d'autres méthodes, on va dire, c'est de dire
enfin, d'autres méthodes comme Scrum, on va dire, comme Scrum ou framework comme Scrum, le travail peut vraiment continuer d'une itération à une autre. C'est même encouragé. Quand je dis encourager, ça veut dire quoi? Dans Scrum, en général, on va vouloir faire en sorte que l'équipe s'engage sur un scope fermé, ce qu'on va appeler le sprint backlog. Elle va s'engager là-dessus, elle va essayer de faire en sorte de finir ce sprint backlog. Pour ça, en Scrum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sizer nos user stories ou nos product backlog items, peu importe comment vous les appelez, de manière invest. C'est-à-dire qu'elles soient assez petites pour rentrer dans un sprint, pour être développées au sein d'un seul sprint. Ce qu'explique Alan, ce qu'il explique dans son livre, c'est vraiment de dire c'est dommage de se forcer à faire ce découpage-là aussi graduel, enfin aussi fin, de se dire il faut que tout rentre dans un sprint, avoir vraiment des choses qui soient vraiment petites, parce que la plupart du temps, quand les équipes elles split, elles vont louper leur découpage, elles vont à la fin du développement d'un item, cet item-là, en fait, il livre pas de valeur, très peu de valeur business. Et donc, il dit en général, ce qui livre de la valeur business, c'est des choses qui sont potentiellement faisables, mais sur 4 semaines, par exemple, 3, 4 semaines, 5 semaines, etc. Donc, il dit, il faut plutôt favoriser la livraison de valeur au détriment du split des user stories ou des items. Donc, vraiment, on embrasse le fait que le travail peut vraiment se balader d'une itération à une autre, et ça fait partie du jeu dans Zampan. Il y a une chose qui est importante aussi dans Zampan, sur le commitment. En général, dans Scrum, le commitment de l'équipe, c'est un stempel qui est donné par l'équipe pour dire « Ok, on s'engage à livrer ça à la fin du sprint ». Ici, en fait, dans Zampan, on va vraiment encourager l'équipe à dire à essayer de faire plus que ce qui est théoriquement faisable dans une itération. Donc, l'idée, c'est de dire, j'ai une vélocité de 50, par exemple, on ne va pas dire non à l'équipe si elle veut s'engager sur 60 ou 70 points. On va l'encourager à toujours faire plus. Donc, l'idée, c'est quoi derrière? C'est de dire, c'est de faire en sorte que tout le monde accepte le fait que le travail qui est pris dans une itération, ça ne veut pas dire qu'il sera fait à la fin de l'itération. L'engagement sur ce qui va être livré à la fin d'une itération dans Zampan, c'est qu'une probabilité. Ce dont on est certain, c'est que ce qui est au-dessus de l'iteration backlog, ça sera fini, ça sera livré et ça sera en production à la fin de l'itération. La suivante des stories, ce sera probablement, et ainsi de suite. Donc la suivante peut-être, et ainsi de suite. Donc, en gros, vraiment, dans Zampan, on dit que c'est team-centrique, on va se focaliser vraiment sur l'équipe parce qu'on accepte le fait que l'équipe travaille sur plusieurs projets ou plusieurs produits en même temps. Dans Zampan, on embrasse même ça. C'est quelque chose que j'ai pu voir beaucoup par le passé, même à l'heure actuelle. J'ai rarement vu des équipes focalisées produits. C'est quand même super rare. On a beaucoup d'équipes qui font à la fois du support, support maintenance évolutive, qui font du développement de nouveaux projets, de la maintenance produit, de la conception de nouveaux produits, etc. C'est vraiment un gros mix. Dans Scrum, par exemple, on va vraiment se focaliser produit. On est vraiment orienté produit. On a la notion de produit de backlog, en visioning produit, etc., etc. Ici, on dit, on n'est plus, on n'est pas, toutes les équipes ne sont pas des équipes qui travaillent chez Facebook, chez Spotify, chez Google, etc., où elles peuvent se focaliser sur un seul produit. On dit, OK, on est plus réaliste que ça, on est plus pragmatique. On dit, on va se focaliser vraiment sur l'équipe parce que le reste, en fait, on va être alimenté par plein de workstreams différents. Il faut que je rush un peu. Une chose importante pour le bien de son processus d'amélioration, c'est important de visualiser les choses. Donc, visualiser pour apprendre. Donc, dans un pan, on va vraiment avoir cette notion de Kanban board. On va avoir un board physique avec à gauche une colonne planned dans laquelle on va retrouver l'iteration backlog, donc ce sur quoi l'équipe s'est engagée, entre guillemets, à livrer à la fin de l'itération. Et il y a une chose qui est importante, c'est que dans un pan, on va accepter le fait qu'il y ait du travail qui ne soit pas planifié, qui puisse rentrer dans une itération. Contrairement à une itération en Scrum, on va vraiment embrasser le travail non planifié. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que du travail qui n'est pas planifié, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur métier. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur métier à le livrer rapidement aussi. Si on prend Scrum by the book, l'idée, c'est de préserver son sprint et d'essayer de faire en sorte que ce sur quoi l'équipe s'est committée, elle le respecte et pas faire rentrer, pas venir parasiter le travail de l'équipe avec des éléments extérieurs. Ici, par contre, on va vraiment l'embrasser, ce travail non planifié.
Bien sûr, on ne va pas tout prendre, on ne va pas tout faire, ça va être priorisé. Donc cette priorisation, elle se passe comment? Elle se passe tous les jours, juste avant le daily stand-up de l'équipe. Donc ça va être le product manager, le BA, le project manager qui vont se réunir, par exemple, quelques minutes avant le stand-up et qui vont définir c'est quoi les priorités pour la journée. Et donc là, on va vraiment avoir une colonne dédiée à c'est quoi notre travail pour aujourd'hui? C'est quoi les priorités aujourd'hui? Comme vous le voyez, l'idée, c'est de dire tout peut changer, tout change. Donc on embrasse ce changement. Enfin, ce sur quoi on s'était engagé, ça peut changer aussi. Donc une notion qui est super importante, ouais, je vois qu'il me reste que 5 minutes, je vais vraiment devoir rusher, désolé. La qualité est gratuite. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que les logiciels qui ont du succès, c'est des logiciels qui vivent, qui ont besoin de changer à travers le temps. Donc pour pouvoir être changeables, pour pouvoir les modifier facilement, les faire évoluer, il faut qu'il y ait de la qualité à l'intérieur. Donc la faible qualité, ça rend le rework difficile. Donc le rework, c'est l'idée de pouvoir ajouter, supprimer, modifier une fonctionnalité. Donc il faut investir dans cette qualité. Donc, je vais devoir passer rapidement ces slides-là. Je vous les ferai parvenir a posteriori. Mais une question importante bah, que je vois rarement traitée dans les équipes, c'est de se dire comment on mesure notre qualité logicielle. Et pour ça, j'ai deux pistes, en tout cas pour vous, qui sont souvent pas quantifiées, c'est dommage. Peut-être la première, mais pas la deuxième. C'est le nombre de defects. Les defects, donc c'est les bugs ou les problèmes qu'on rencontre en production ou sur les environnements d'intégration. Et en général, la qualité est inversement proportionnelle au nombre de defects constatés dans le système. C'est assez simple à mesurer, la qualité logicielle en ce sens. Et il y a un truc qui est très bien fait par pas mal d'outils, ça s'appelle l'index de maintenabilité d'un software. Donc, c'est ce qui permet de valider si oui ou non notre software est facilement maintenable. Donc, comment on met de la qualité à l'intérieur de nos softwares? Là, je vous dis tel quel ce que dit Alan Kelly, embrasser les pratiques XP, et là-dessus, je suis complètement aligné. Une équipe de dev, elle doit embrasser les pratiques d'extreme programming. Donc, tout ce qui va être refactoring, test-driven development, intégration continue, avoir un source control, etc., etc. Lui, on a rajouté quelques-unes du genre l'analyse statique de code, les standards de coding, etc. Moi, j'en rajouterai encore d'autres, mais l'idée, c'est vraiment de dire embrasser toutes les pratiques qui font du sens dans votre contexte, toutes les pratiques techniques qui vous permettent d'injecter de la qualité. Donc là-dedans, il peut y avoir du mutation testing, property-based testing, domain-driven design, ce genre de choses. Pour conclure, l'idée derrière ce bouquin-là et derrière Zampan, c'est de dire quoi? Alan, en tout cas, c'est ce qu'il a en tête, c'est de dire, c'est pas une prescription Zampan. Si vous me demandez à l'heure actuelle si je partirais sur Zampan ou Scrum pour bootstrapper une nouvelle équipe, je dirais ni l'un ni l'autre. L'idée, c'est quoi avec Zampan? C'est vraiment de partager et de montrer l'importance de créer son propre process et de ne pas suivre les prédictions des autres, enfin les prescriptions des autres. C'est vraiment ça. J'ai un peu interagi avec Alan pour préparer ce talk et moi, je lui ai sorti cette phrase-là. Je lui ai dit, Zampan, c'est vraiment le genre de choses qui devrait émerger de toute équipe agile, de mon point de vue en tout cas, lorsqu'elle n'est pas restreinte par certains dogmes. Pour moi, j'ai vu dans Zampan quelque chose de très pragmatique, dans le sens où c'est une invitation à faire des choses et à revenir aux fondamentaux, selon moi. Un peu comme le Heart of Agile, par exemple. J'ai trop souvent vu des équipes embarquées dans Scrum avec un Scrum Master qui leur dit « Vous ne pouvez pas faire ça, les gars. C'est pas marqué dans le Scrum Guide. » Ou des coachs agiles qui disent « Non, vous devez rester… » Des coachs agiles qui veulent aller expérimenter, par exemple, Kanban, qui se sentent coincés dans Scrum. Et des coachs agiles qui leur disent « Non, vous devez rester sur Scrum. Vous êtes parti là-dessus, vous y tenez. » C'est pas vraiment ça pour moi, l'agilité. Et en ce sens, ce que j'ai retrouvé dans Zampan, c'est une invitation à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de méthode, en termes de pratique, qu'est-ce qu'on pourrait mixer qui ferait du sens dans notre contexte et qui me permettrait vraiment de délivrer de manière optimum et qui ferait du sens de notre équipe. Donc, je vous invite à regarder tout ce qui est Agnostic Agile. C'est aussi cette idée-là de Agnostic Agile, Heart of Agile. Agnostic Agile, l'idée, c'est vraiment de dire on va essayer de ne pas enfermer les gens dans des frameworks qui les contraignent, mais vraiment de revenir aux fondamentaux de l'agilité. Et là, je crois que je suis limite. Donc, je vous invite aussi à regarder le Agile Pick and Mix pour vous donner des idées de pratiques et de méthodes agiles que vous pourriez utiliser dans votre quotidien et expérimenter. Et pour conclure, vraiment, revenez aux fondamentaux, passez à l'action, faites des expérimentations, identifiez des choses qui peuvent faire du sens, expérimentez-les, peu importe que ce soit dans votre cadre ou pas à l'heure actuelle, vraiment expérimentez.
Benjamin me dit que c'est fini. Ok, petite pub à la fin si vous vous intéressez au functional programming, j'organise un meet-up ce soir en fin d'après-midi à 17h. Et je suis speaker aussi dans dans une autre conférence la semaine prochaine, enfin un autre meet-up qui s'appelle Agile People si vous vous intéressez au RH et à l'agilité. Merci à tous et je vais essayer de répondre à vos questions si on a le temps. Ouais, merci Johan. Juste, on va peut-être prendre juste une seule question parce on n'a pas beaucoup de temps. Il y a Ouais. une question là qui remonte. Si le product owner n'est pas dédié, qui porte la vision? Y a-t-il pas un risque que les priorités changent trop souvent? Justement, alors pour ça, je t'invite à regarder, je l'ai mis aussi dans les références, c'est le talk de Alan Kelly sur ce sujet, il l'a fait il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Product Owner Mission Impossible. L'idée, c'est de dire qu'en fait, le product ownership, enfin, le product owner à l'heure actuelle, si on référence toutes les skills qui lui sont nécessaires, en fait, le mec, c'est un couteau suisse, un peu comme les devs. Hein. Quand on y pense, le product owner, il doit être en capacité de faire de l'UX, de faire du marketing, de faire, si on pense aux organisations comme les banques et compagnie, du compliance, etc., etc. C'est vraiment un super couteau suisse. Donc l'idée, c'est de dire, peut-être qu'en fait, on a besoin d'avoir plusieurs personnes qui portent cette vision. On a besoin d'avoir plusieurs personnes qui jouent ce rôle cette pratique de product ownership, qui portent vraiment le product ownership. Ça ne peut pas être une seule personne. Il faut qu'il y ait une équipe, peut-être, en tout cas plusieurs personnes, et donc une équipe. Ok, merci.